d'une pensée du propre comme propriété que l'homme peut penser que le travail assure et légitime l'appropriation des choses extérieures. Donc, la pensée de l'homme, elle est véritablement la pensée de l'appropriation. Elle est la pensée de l'appropriation. Saisie au son niveau le plus fondamental, c'est-à-dire dans le rapport à soi. Celui qui nous offre une perspective différente, c'est Kant, dans lequel on va trouver explicitement le principe de l'inappropriabilité de soi et des autres. Il s'agit du paragraphe 17 de la doctrine du droit. Paragraphe 17 de la doctrine du droit qui porte sur la déduction du concept d'acquisition originaire. Dans ce texte, sans qu'il cite l'ordre, dans la remarque qui suit ce texte, qui fait partie de ce texte, sans qu'il cite l'ordre, Kant fait une critique de l'idée de l'appropriation par le travail, de l'idée d'une fondation de la propriété sur le travail. Il dit dire que le travail fonde la propriété par extension de soi aux objets extérieurs transformés, c'est implicitement, dit Kant, personnifier les objets. Et faire comme si, en vertu de la transformation que nous leur appliquons, faire comme si les objets avaient une obligation de présence. Comme si, je cite Kant, quelqu'un, par le travail qu'il leur consacre, pouvait les obliger à n'être au service d'aucun autre que lui, à s'imaginer avoir immédiatement un droit envers eux. Autrement dit, l'idée que le travail de transformation fait une chose bien, c'est comme si la chose que j'avais transformée avait une obligation morale. C'est comme si. C'est-à-dire que c'est sous-tendu sous l'idée que le travail fonde la propriété. Et Kant, évidemment, dénonce cette idée et il ajoute que ce soit avant l'État ou après l'État, que la propriété ne peut exister que dans l'État, que si on peut penser une propriété originaire, elle ne peut pas se passer du consentement des autres. Donc elle est un consentement virtuel. Mais en vérité, la propriété, ce que veut montrer l'autre, c'est qu'il y a une propriété avant l'État, qui va contraindre l'État, et quand vous dit, vous pouvez penser une propriété avant l'État, mais elle sera fragile et infondée, elle ne pourra se fonder que dans l'État. Et il critique fondamentalement le principe de l'appropriation par le travail, dans lequel principe d'appropriation par le travail implique que j'établisse implicitement un rapport aux objets que je transforme, de type pas du tout de la propriété, mais de l'obligation. Alors, ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est que par cette loi, Kant montre que la propriété ne peut concerner que des choses extérieures à nous, les corporelles. Dans la continuation de la remarque, vous verrez le texte là, dans la continuation de la remarque, Kant montre que il ne peut y avoir de propriété que de choses extérieures et corporelles, et en être le propriétaire, c'est pouvoir en disposer à notre gré, ius disponendi dere sua, droit de disposer de la chose que l'on a, de sa propre chose. Et immédiatement après, Kant ajoute
il y a une différence absolument essentielle entre la propriété de la chose et le rapport à soi. Ainsi, complète-t-il, l'homme peut être son propre maître, sui iuris, l'homme est sui iuris, il est son propre maître, mais non propriétaire de soi-même, sui dominus, sui dominus. L'homme est un être qui a un rapport à soi tel qu'il peut être le maître de lui-même, mais qui n'est pas le propriétaire de lui-même. Il n'a pas le, autrement dit, on va jusqu'au bout, qui n'est pas le propriétaire de lui-même, ça veut dire qu'il n'a pas le droit ou le pouvoir de disposer de lui à son gré. Deuxième élément, très important, cela implique, à plus forte raison, que les hommes ne peuvent pas avoir la propriété du corps des autres. Il n'a pas la propriété de lui-même, il ne peut pas avoir la propriété des autres. Argument que, pourquoi? Eh bien, en une phrase, Kant le dit, et il dit en même temps que ce n'est pas le lieu de développer, ça sera en un autre lieu, parce qu'il est, l'homme, responsable de l'humanité dans sa propre personne. Parce qu'il est responsable de l'humanité dans sa propre personne. Très explicitement, on a ici la position qui ouvre la voie à une pensée de l'inappropriabilité de soi, de mon rapport à moi-même et à mon corps, autre que l'appropriation. Je suis maître de moi-même, mais je ne suis pas propriétaire de moi-même, et du rapport aux autres comme relevant d'un autre ordre que l'appropriation. D'un autre ordre qui est précisément celui de l'obligation. Il est responsable de l'humanité en sa propre personne. Donc, la dimension de l'obligation, précisément, c'est pas la dimension de l'appropriation. Donc, je voulais vous souligner ces deux textes qui sont évidemment très divergents l'un de l'autre, qui ouvrent d'un côté vers une pensée de l'appropriation qui en vérité est dominante. Les gens disent nous sommes propriétaires de notre corps, je fais ce que je veux pour moi, je peux faire des chirurgies esthétiques, machin, truc, voilà. Je veux changer de visage, je veux changer de sexe, tout ça, c'est vendre mon rein. Hein? Vendre mon rein. Voilà, je peux vendre mon rein, c'est plutôt ça. Donc c'est intégré dans l'idéologie contemporaine dans lequel le facteur de l'appropriation est dominant. Et vous avez d'autre part une pensée qui ouvre la voie à la pensée de l'inappropriable. L'étape suivante sera de voir comment la pensée du propre comme inappropriable est un élément central de la pensée de Husserl, en particulier dans les méditations cartésiennes, où le corps, le rapport à mon corps va être pensé et aux autres va être pensé de toute autre manière que l'appropriation, que l'appropriation. Donc, je voulais souligner cela pour montrer que le concept de l'inappropriabilité devait ouvrir sur une conception du rapport à nous-mêmes, du rapport aux autres, qui est différente, qui doit être elle-même pensée en termes d'inappropriabilité. Et donc, c'est ce point-là que je voulais souligner, de la potentialité de ce concept d'ouvrir un horizon subjectif, intersubjectif, social et autres,